Cela semblait impossible, complètement fou. Donald Trump, ancien président des États-Unis, connu pour son amour des murs, annonce sa candidature au Québec. Le cycle de l'information est entré en ébullition, version sirop d'érable. Les experts se sont étranglés avec leur poutine. Pourquoi le Québec? Ils aiment les gagnants, et ils en ont assez d'être ignorés. Il s'avère qu'il avait raison. L'économie du Québec était léthargique. Les gens se sentaient oubliés par Ottawa. Le message de Trump, aussi clivant soit-il au sud, a touché une corde sensible. La campagne était du pur Trump. Grand rassemblement, promesses encore plus grandes et suffisamment de publicité négative pour dégoûter le plus fervent amateur de crêpes au sirop d'érable. L'establishment a ri, jusqu'à ce qu'il ne rit plus. Soir d'élection 2026, l'impensable s'est produit. Trump, par un raz-de-marée, est devenu le Premier ministre Trump. L'homme qui ne parlait pas français dirigeait maintenant une province où c'était la langue principale. Le monde retenait son souffle. Trump, toujours un showman, n'a pas perdu de temps. L'ancienne garde a été remerciée. Un nouveau cabinet est arrivé qui semblait avoir été constitué par un sondage Twitter. Sa priorité? L'économie, évidemment. Les impôts ont été réduits. Les réglementations mises en pièces. Les accords commerciaux renégociés, souvent lors d'appels téléphoniques nocturnes qui violaient probablement plusieurs traités internationaux. Les résultats? L'économie québécoise a repris du poil de la bête. Le chômage a chuté. Pour la première fois depuis des décennies, les jeunes voyaient un avenir au Québec. Mais Trump avait un plan plus ambitieux, un plan qui a fait sourciller même ses plus fervents partisans. Il voulait faire entrer le Québec aux États-Unis. Oui, vous avez bien lu. Son argument était simple, quoique légèrement farfelu. Le Québec et l'Amérique, c'est comme les deux doigts de la main. On est fait pour être ensemble. Les négociations ont été particulières. Imaginez un peu Trump et Biden, alors âgés de près de 80 ans, enfermés dans une pièce, se nourrissant respectivement de Coca Light et de jus de pruneau, se disputant sur les tarifs douaniers et le sort du système métrique. D'une manière ou d'une autre, miraculeusement, ils sont parvenus à un accord. Les termes étaient complexes, allant des quotas laitiers aux bases militaires. Les États-Unis ont obtenu un afflux massif de ressources naturelles et un point d'ancrage stratégique dans l'Arctique. Le Québec a obtenu l'accès au marché américain et, plus important encore pour Trump, une place à la table des grands. La fusion, comme on l'a appelée, a été chaotique. Il y a eu des manifestations, des contestations judiciaires et plus d'une crise existentielle. Le choc culturel était bien réel. Soudainement, le football américain était une réalité à Montréal. Et des food trucks de poutine ont commencé à apparaître à Times Square. La question de la langue était délicate. L'anglais ne serait pas la langue officielle, mais il serait, selon Trump, fortement encouragé. Cela a entraîné une augmentation des cours d'anglais au Québec et beaucoup de touristes confus en Louisiane. Le reste du Canada, eh bien, ils n'étaient pas ravis. Certains ont parlé de trahison. D'autres y ont vu une fatalité. Quoi qu'il en soit, la Fédération canadienne ne serait plus jamais la même. 5e chapitre, l'Étoile du Nord. Au sein des États-Unis, le Québec faisait figure d'oiseau rare. Un État francophone avec un amour du hockey et un saint mépris de l'autorité. Il a rapidement acquis la réputation d'être farouchement indépendant, culturellement dynamique et politiquement imprévisible. Je me suis nommé ambassadeur spécial au Québec, un poste que j'ai semblé inventer uniquement pour pouvoir porter une écharpe au Festival de jazz de Montréal. Malgré les turbulences initiales, le Québec a prospéré. Sa culture et sa langue unique sont devenues une source de fierté et non de division. L'économie était florissante, alimentée par le commerce et le tourisme. Le Québec, la province autrefois oubliée, était désormais l'étoile du Nord. 6e chapitre, des difficultés de croissance.
La fusion n'a pas été qu'un long fleuve tranquille et des concerts de Céline Dion. Il y a eu des difficultés de croissance. L'échange culturel, bien qu'enrichissant, a également donné lieu à des affrontements. Le filet de sécurité sociale du Québec, beaucoup plus solide que celui des États-Unis, était un point de discorde. Ensuite, il y avait la question de l'identité. Qu'est-ce que cela signifiait d'être québécois dans cette nouvelle Amérique? Étaient-ils des Canadiens avec des passeports américains, des Américains avec un accent français? Le débat a fait rage dans les cafés et sur les plateaux de télévision. Mais au milieu de l'incertitude, une chose était claire, le Québec changeait l'Amérique autant que l'Amérique changeait le Québec. L'afflux de la culture québécoise a apporté avec lui une nouvelle appréciation de l'art, de la gastronomie et d'une certaine joie de vivre qui faisait cruellement défaut. 8e chapitre, le monde réagit. La réaction internationale à la fusion Québec-États-Unis a été mitigée, allant de la curiosité amusée à la condamnation pure et simple. La France, toujours le grand frère protecteur, s'est publiquement inquiétée du sort de la langue française dans cette nouvelle Amérique élargie. La Chine, quant à elle, y a vu une occasion d'exploiter la situation, courtisant le Canada avec des promesses d'accords commerciaux et d'investissements. La Russie, qui ne rate jamais une occasion de titiller l'ours américain, a proféré de vagues menaces quant à la protection de ses intérêts dans l'Arctique. La fusion avait fait de l'Amérique du Nord une patate chaude géopolitique. Les États-Unis, habitués à mener la danse, devaient désormais naviguer dans un paysage international beaucoup plus complexe. 9e chapitre. L'héritage de Le Trump. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, il est indéniable que Donald Trump a laissé une marque indélébile au Québec et en Amérique du Nord. Son héritage, cependant, est resté un sujet de débat houleux. Ses partisans ont souligné l'économie florissante, la baisse des impôts et la nouvelle importance du Québec sur la scène mondiale. Ses détracteurs ont soutenu qu'il avait divisé la province, érodé son identité culturelle et l'avait engagé sur une voie incertaine. Une chose était sûre, le Québec avait changé à jamais. Et les ondes de ce changement se faisaient encore sentir. Des couloirs du pouvoir à Washington, au Café Tranquille de Montréal. 10e chapitre. Le Québec. 10 ans. Plus tard. 10 ans après la fusion, le Québec s'est retrouvé à la croisée des chemins. Le chaos initial s'était dissipé, remplacé par un sentiment d'optimisme prudent. L'économie était forte, mais pas sans défi. La fusion culturelle s'est poursuivie, mais d'une manière plus organique, moins trumpienne. Une nouvelle génération, élevée dans cet étrange hybride de culture, arrivait à maturité, parlant couramment le français et l'anglais, à l'aise dans les deux mondes. Le Québec, la nation d'hier et de demain, était devenu quelque chose d'entièrement différent. Un pont entre deux cultures, un témoignage de la puissance durable du changement et un rappel que même face à l'apparemment impossible, l'avenir finit toujours par se frayer un chemin.